a redémarré ensemble parce qu'on s'est super bien entendu sur le maître d'armes. Sur le maître d'armes, c'est qu'il avait déjà cette idée d'histoire qui était très précise, donc il arrivait en fait avec quelque chose d'assez complet, d'assez précis dans le scénario. Et là, sur Aristophania, du coup, on se connaissait bien maintenant, on a travaillé un peu plus en amont. Il m'a proposé des pistes, des personnages, un univers, mais c'était plus ouvert. On a pu aussi dégrossir pas mal les choses ensemble et définir quelques grands axes ensemble. Bah oui, on avait envie de changer totalement d'univers, d'aller. La source de l'histoire aussi, elle conditionne pas mal ce changement d'univers. C'est-à-dire que ça part d'une espèce d'expérience commune qui était ce moment où on peut observer les enfants essayer de s'imaginer un univers magique, quelque chose d'extraordinaire, une fée qui sort de l'eau, des lutins, enfin tout un univers parallèle magique qui surgit comme ça dans la tête des enfants et qui se disent ah, et si on rencontrait un tel ou une telle et qu'on aurait des pouvoirs magiques, on pourrait voler. Lui, il a observé ça chez ses enfants dans un décor de Calanques justement. Il était en vacances dans les Calanques, pas loin de Marseille, et moi il se trouve que j'y suis allé aussi et que j'ai vécu ça mais comme enfant pour le coup. J'étais dans le rôle de celui qui imaginait pouvoir voler, pouvoir rencontrer des personnages fantastiques. Et donc quand on a discuté de ça ensemble, on s'est dit ah bah voilà, c'est là qu'il faut que ça se passe et on va se lancer dans ce type d'histoire, sauf que cette fois-ci bah, les enfants ils vont se rendre compte que ça existe vraiment. Bien sûr, évidemment. Oui, oui, non, c'est complètement assumé, ça fait partie de nos influences. Le Mary Poppins et Peter Pan notamment. C'est vrai qu'on a aussi tous les deux été beaucoup marqués par le Peter Pan de Régis Loisel. Et on aimait bien ce ton aussi, cette approche beaucoup plus adulte du conte, du fantastique. Donc ça fait complètement partie des influences de cette série. C'est de la fantaisie à la Pagnol, Oui, Ok, effectivement. ok. Non, le spectre est très large, c'est vrai. On a beaucoup d'éléments, on a beaucoup de références. Vous les avez pas mal cités d'ailleurs. Mais effectivement, il a fallu essayer d'aller trouver quelque chose de transversal pour le définir le mieux possible. Finalement, les résumés d'Aristophania qui vont rassembler Mary Poppins en plus sombre, Peter Pan, Dickens, ça voilà, c'est à peu près les trois éléments qui vont quand même bien parler à pas mal de monde et qui vont pas trop mal définir ce qu'on a voulu faire. Après, le petit clin d'œil French Fantasy qui apparaît sur le sticker, en fait, c'est parce que c'est vrai que la fantasy, elle est pas mal associée à tout ce qui est anglo-saxon. Et là, comme on se situe en France et même plus particulièrement en Provence, dans le sud, on a voulu recoller ce petit côté French pour dire, bah voilà, nous on fait de la fantasy, mais elle a cette singularité-là qu'elle se passe en France. Effectivement, j'ai de la doc, il y en a pas mal. J'avais réussi, on avait trouvé un gros bouquin dont je ne saurais pas me souvenir du titre, mais enfin qui contient pas mal de photos, pas mal d'anecdotes aussi sur l'époque ouvrière, sur les usines. J'ai donc enfin, pas mal de matériel pour ça. Après, pour ce qui me concerne, j'aime bien ne pas trop être prisonnier d'une documentation. C'est-à-dire que j'ai pas le souci d'une représentation hyper fidèle de telle machine, de tel type de doc parce que j'aime bien y apporter mon truc à moi. Je sais ce que je dois véhiculer, donc je capte la documentation et après je mouline tout ça et je la ressors à ma sauce pour aller toucher au plus près les intentions qu'on avait au départ. Alors c'est vrai que j'ai deux ambiances très différentes à marquer. Donc ça va jouer pas mal à la couleur aussi, mais dans mon traitement graphique, non, moi j'adore le noir et blanc. Bon, ça c'est clair que j'essaye de pousser très loin mes ancrages et d'envoyer toutes les informations de lumière, d'ombrage, etc. déjà au noir et blanc. Alors les planches, si on faisait un déroulé, on regardait les originaux en noir et blanc, on verrait qu'effectivement toute la première partie, il y a plus de noir, il y a plus de... C'est gratté, il y a c'est haché, il y a des gris, etc. pour essayer d'incarner toute cette crasse, ce côté misérable, etc. Et après, les planches, quand on arrive dans l'azur, là, j'ai laissé de la place aussi pour la lumière, pour la couleur. Donc on va voir un peu cette démarcation de manière assez franche sur le noir et blanc. Ouais. D'accord. La couleur, c'est toi qui l'as assumée C'est moi qui ai assumé la couleur aussi. donc tu avais Je l'ai poussé, voilà. Là aussi, on en a pas mal discuté avec Xavier, avec l'éditeur aussi. Alors, et en fait, il se trouve que Xavier il adore mon noir et blanc. Donc, il est hyper emballé. Enfin, d'ailleurs, il est jamais avare de compliments. C'est agréable pour ça aussi. Par rapport à mon noir et blanc, il est super chaud, quoi. Et donc derrière, quand arrive la couleur, là, on en discute plus parce qu'il a des attentes hyper fortes aussi là-dessus.
Et il peut arriver des fois que voilà, j'ai pas su m'élever au niveau du noir et blanc avec mes couleurs, donc ça donne lieu à des discussions. Mais c'est intéressant parce que du coup, il m'a poussé aussi à faire des choses vers lesquelles je serais pas forcément allé. Il revient aussi avec de la doc photo, on en discute. Autant sur c'est vrai que le noir et blanc, je le gère un peu tout seul entre guillemets, dans le sens où je sais exactement ce que je vais faire là où je vais et il adhère complètement. Autant sur la couleur là, ça donne lieu à plus d'échanges aussi et puis on y arrive sans souci, hein. Mais voilà, il y a plus d'allers-retours, etc. Alors moi j'aime bien m'appuyer sur des gens qui existent. Tout simplement parce que si je pars que de mon imaginaire, je vais souvent retomber sur des morphotypes qui seront toujours un peu les mêmes. On est beaucoup de dessinateurs, finalement, j'ai remarqué comme ça aussi, à avoir un modèle, on va dire, qui nous parle spontanément, on va retomber dessus. Et donc pour essayer aussi de m'en écarter, de singulariser plus mes personnages, j'aime bien m'appuyer sur des personnages existants. Quand je dis existants, ça peut être des acteurs, une photo d'inconnus que je devais découvrir dans un magazine, ou plus simplement mes proches. Et là, en l'occurrence, dans les enfants, c'est mes proches qui m'ont servi. Les enfants et leur mère aussi, notamment, qui vont être pris dans ma famille. Comme tout à l'heure, j'expliquais par rapport aux usines, j'ai de la doc, mais j'aime bien aussi m'en échapper et me faire mon truc à ma sauce. C'est pareil pour le casting, en fait. J'ai effectivement mes modèles en réel que j'ai pu photographier, mais après, on va pas les reconnaître forcément. Des fois, oui, mais les gens qui connaissent, les gens vers lesquels je me suis tourné, ils les reconnaissent pas. Je dis, mais c'est un tel ou une telle. Ils les reconnaissent pas forcément parce que justement j'ai fait ce travail d'appropriation et de ressortir le truc à ma sauce derrière. Ouais, non, lui c'est un pur produit de discussion avec Xavier pour le coup. Il me dit ouais voilà, il faut qu'il dégage ça, on va là-dedans. Il y en a deux versions. D'ailleurs on peut le voir il y a un cahier supplémentaire qui a été publié dans la version Canal BD de l'album. Et à la fin en fait ils ont publié des recherches dans lesquelles on voit les deux versions de ce personnage. Et j'en avais fait quelqu'un de plus costaud, au départ un grand gaillard, mais plus sur une espèce de morphologie gros balèze. Et après en discutant avec Xavier, il dit non, non, c'est un dératiseur, il faut qu'il soit dégueulasse, il faut qu'il soit répugnant, quoi. Et du coup on est tombé sur cette espèce de physique ingrat, mais l'idée c'est qu'il soit un peu repoussant, quoi. Oui et non, effectivement quand j'ai beaucoup de cases avec beaucoup de dialogues, ça peut être parfois un peu compliqué à mettre en scène. Mais après, moi, je suis un fervent défenseur de la générosité j'adore effectivement moi, avoir beaucoup de choses dans les planches, qu'il se passe plein de trucs, qu'il y ait de la matière à y revenir aussi. J'adore ça, moi, en tant que lecteur, découvrir une première fois un album et y revenir ensuite parce que j'avais pas vu ci ou ça. Et donc, j'essaie d'apporter cette même générosité dans mon travail. Et donc ça me gêne pas d'avoir beaucoup à faire, beaucoup à montrer dans une même planche. Ça m'effraie pas. Voire peut-être je vais être plus effrayé si j'ai pas beaucoup de cases, pas beaucoup de texte. Et je dis mais où est-ce que je vais aller chercher le foisonnement avec ça? Comment est-ce que je vais donner ce côté hyper riche si j'ai pas assez à montrer? Xavier il part des personnages, hein. En général, comme beaucoup de monde, on est là pour traduire des émotions, montrer des sentiments, communiquer tout ça au lecteur. Donc le côté humain des personnages est très fort. Après, l'idée c'est de plonger toutes ces émotions dans un univers qui soit divertissant, parce que c'est ça nous on est sur un terrain. On fait de la BD de divertissement, la grande aventure, des grands paysages, des combats, etc. Mais on veut parler d'émotions, on veut parler de sentiments, donc on mêle ces deux-là, on essaie de faire ça le mieux qu'on peut, quoi.